Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie Machillot, la CEO de StoryFox. Salut Julie. Salut Thibaut. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux de te recevoir. Je te propose dans un premier temps de te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore et nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Julie Machillot, je suis serial entrepreneur depuis une petite quinzaine d'années. J'ai créé des entreprises dans différents domaines, la RH, l'immobilier, la finance, voilà, aujourd'hui dans la tech, donc voilà. Ok, très diversifié. Paris, Ouais, exactement. on va en parler un peu. Alors, je voudrais comprendre dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans l'entrepreneuriat à l'issue de tes études? Pourquoi tu n'es pas allé dans le salariat? Voilà, qu'est-ce qui t'a donné un peu envie de rejoindre cet écosystème et puis de faire ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Alors, très bonne question. J'ai eu la chance, donc j'ai ma mère qui a créé donc ses premières entreprises assez tard dans sa carrière, donc quand elle avait une cinquantaine d'années, et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage dans ses agences immobilières au moment où elle était en pleine création. D'accord. Et donc elle était voilà toute seule avec ses associés. Il y avait tout à faire, tout à construire, voilà. Et donc je me suis retrouvée plongée dans le bain avec elle. Et en fait, je me suis dit c'est pas si compliqué que ça de créer une entreprise. Donc j'ai toujours eu envie de créer la mienne, même quand j'ai travaillé dans des, parce que j'ai été quand même salariée un tout petit peu au début de ma carrière, et Ouais. donc même là j'avais toujours en tête, tiens, qu'est-ce que je pourrais créer comme entreprise, et donc j'étais à l'affût d'opportunités. Et c'était quoi le déclic un peu? Tu t'es dit, bon, voilà, c'est bon, je lâche le salariat et c'est parti pour me mettre à ton compte. Et le déclic, c'est toujours une rencontre, puisque j'ai eu la chance de travailler dans le domaine de l'automobile. Tout au début, mon premier job, c'était dans une société qui s'appelle Arval, qui est dans la location de véhicules longue durée. Après, j'ai travaillé en SS2I et puis dans des agences d'intérim, donc plutôt sur le côté RH. Mais au tout début, j'avais travaillé dans l'automobile. Et quand j'ai rencontré mon premier associé, j'avais cette expérience de l'automobile. Lui était aussi expert, et donc on s'est lancé tous les deux. Je me suis dit c'est le bon moment, c'est la bonne personne, et donc voilà. Ok, génial. Voilà. Donc effectivement, tu nous as dit que tu avais eu plusieurs un peu industries dans lesquelles tu as entrepris. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à faire StoryFox, aller dans la tech comme ça, qui a plutôt rien à voir avec ce que tu as pu faire auparavant? Nous raconter un peu comment t'es arrivé là-dedans. Ouais. C'est une très bonne question, puisque moi je suis plutôt à saisir les opportunités qui se présentent à moi, et donc à l'époque, en 2020, j'avais j'ai toujours d'ailleurs un organisme de formation, donc maintenant je suis au board, je suis plus du tout opérationnelle, qui s'appelle Immersive Experience. Donc Immersive Experience, c'est un organisme de formation qui propose à des cadres de grands groupes d'aller en immersion dans les startups pour s'acculturer aux nouveaux modes de travail et développer un esprit intrapreneuriat. Et donc on avait une personne, donc évidemment la vidéo c'est le vecteur de communication qui a le plus d'impact et qui fonctionne le mieux pour les entreprises. Donc on utilisait beaucoup la vidéo pour mettre en avant nos talents, nos startups. Et on avait une personne qui était censée faire du marketing et qui, au lieu de faire du marketing, passait son temps à faire du montage vidéo. Donc avec mon associé, on s'est dit que c'était pas forcément très rentable. Donc, on a créé un petit outil interne pour qu'il puisse gagner du temps. Ouais. Et c'est de là qu'est né la V0 de StoryFox, qui n'était pas encore StoryFox d'ailleurs, puisque c'était simplement son outil interne. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc en 2020, le Covid est arrivé, donc organisme de formation présentiel qui s'arrête. On a cet outil vidéo et donc des témoignages de tous nos talents, notre écosystème. Donc on a décidé d'offrir la solution pendant le Covid. Et là, tout le monde nous a dit « Ah, mais c'est génial, moi j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, etc. » Et donc c'est de là que j'ai décidé de créer une vraie entreprise et de lancer. Donc c'est devenu StoryFox. D'accord. Donc en fait, tu as eu déjà un début de traction pour un outil que tu n'avais pas encore véritablement lancé, du moins c'était pas officiel, c'était un outil interne. Comment t'as fait pour justement te dire, est-ce que du coup tu t'es mis full time dessus, tu as commencé à créer des équipes, est-ce que c'était des développeurs en interne ou vous faisiez recours à des freelances, ou voilà, explique-nous un peu comment c'est fait.
Ouais, le alors lancement. tout à fait. Donc j'ai décidé de créer une entreprise sur ce projet-là. Donc évidemment la première étape, puisque on sera peut-être amené à en reparler, mais c'est extrêmement important, en tout cas pour moi aujourd'hui, par rapport à mon expérience passée, de bien prioriser et de rester focus sur une activité principale. Et donc j'ai vu avec mon associé pour me libérer du temps et pour que je puisse être opérationnelle à 100% sur StoryFox. D'accord. Donc ça, c'était la première étape. Et puis la deuxième étape, comme tu l'as dit à juste titre, c'est de recruter les bonnes personnes, donc l'équipe fondatrice de StoryFox. Et donc ça a été un gros challenge. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Donc justement, tu me parles de challenge, je voudrais qu'on revienne un peu dessus. Quelles ont été un peu les premières difficultés du démarrage? La tech sur un SaaS, ça peut être en fonction du choix des technos de départ, etc. Tu peux avoir plusieurs difficultés. Quelles ont été un peu celles auxquelles tu t'es confronté et comment tu as fait un peu pour les résoudre? Alors effectivement, nous, une première difficulté, elle a été tech, puisque le produit qu'on avait créé au départ, il a été créé pour un usage interne d'une personne. Il n'a pas été pensé, scalable, voilà. Donc, en fait, on a eu une première grosse étape de refonte de notre technologie pour pouvoir la rendre scalable par rapport au nouveau projet, en tout cas à la vision qu'on avait de StoryFox, qui était avec pour ambition d'avoir des milliers d'entreprises qui l'utilisent. Donc, forcément, c'est pas la même architecture que quand c'est une personne. Donc, gros challenge technique au départ. Gros challenge de constituer l'équipe fondatrice puisque c'est tech mais c'est aussi motion design. C'est une manière de faire du motion design qui est très différente des motion designers en agence. Donc sur quelque chose de nouveau, comment est-ce que on les embarque sur le côté un peu plus tech que créa. Donc nos créa, ils ont un peu la double casquette tech et créa. Trouver les bonnes personnes d'un point de vue tech, c'est aussi très compliqué. Et puis les bonnes personnes d'un point de vue commercial, sur tous les secteurs. Voilà, nous on est une start-up qui est assez équilibrée entre les différents pôles. Et c'est vrai que les équipes fondatrices, c'est stratégique. Ce qui fait la force de StoryFox aujourd'hui, c'est son équipe. Et donc on a un peu galéré avant d'arriver à constituer la bonne équipe. Ouais, bien sûr. Vous avez commencé à combien de personnes sur StoryFox? Au départ, on était 3-4. Et puis aujourd'hui, on est une vingtaine en comptant tous les freelances avec qui on travaille régulièrement. Ok. Et donc, c'était au début, comment c'était financé? C'était avec la boîte d'avant dans laquelle tu étais, enfin avant, qui est toujours, mais laquelle vous aviez commencé à développer, puis vous avez utilisé les fonds pour pouvoir continuer à payer l'équipe, ou comment vous êtes, ou vous avez levé des fonds tout de suite? Alors, on a vraiment scindé les deux entreprises. Donc, StoryFox, c'est une entreprise complètement à part d'Immersive Experience qui était déjà propriétaire de la technologie. Et donc, oui, on a fait un BPI, tout préparé, un plan de financement. On a eu la chance d'être accompagné par BPI France dans un premier temps sur un prêt innovation. Et puis, dans un second temps, rapidement, quelques mois plus tard, on a fait une levée de fonds d'1 million d'euros en 2021, ce qui nous a permis vraiment là de recruter la première partie de l'équipe. Ouais. Alors, tu nous disais d'aller chercher les bonnes personnes. Comment vous avez fait pour justement aller chercher ces bonnes personnes? Comment on a fait pour aller chercher ces bonnes personnes? Écoute, alors moi j'ai la chance d'avoir un cabinet de recrutement depuis 10 ans, donc bien connaître le métier puisque je l'ai pratiqué pendant une dizaine d'années, donc voilà, donc je pense que mon expertise a aidé pour recruter rapidement. Et en même temps, mon expertise a créé un biais cognitif puisque forcément, comme c'est son domaine d'expertise, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc évidemment, j'ai fait les erreurs que je n'aurais... sur mon cabinet de recrutement, on a un process hyper carré avec des contrôles de référence, on vérifie l'ensemble des documents, etc. Et puis, forcément, quand on recrute pour soi, on se dit « Ah, mais non, mais j'ai un super feeling, c'est pas la peine de faire le contrôle de référence. » Et donc là, gros biais par rapport à ça. Donc, j'ai un peu réajusté et je me suis dit ok, si j'ai mis en place ce process dans mon entreprise, c'est qu'il y a une raison, donc on va juste suivre le process, et même si on a un coup de cœur, vraiment donc aujourd'hui c'est une règle qui est hyper importante chez StoryFox, c'est de faire l'ensemble du processus de recrutement. Je dois comprendre que tu as eu des petites déconvenues sur les premiers recrutements. Comme toute entreprise, effectivement, avant de trouver les bonnes personnes au bon poste, on state. Et puis aussi, on est une start-up, on est au départ. Donc,
on a une vision très claire de où on veut aller, mais après, les profils, comme on n'a pas les moyens de recruter tout le monde, parce que si on avait les moyens de recruter, donc on cherche un peu des couteaux suisses qui vont pouvoir être partout. Et c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir une super équipe et c'est aussi parce qu'on a été exigeant dès le départ. Ouais. Voilà. Ok, d'accord, génial. Alors maintenant que effectivement tu as pu mettre en place ton équipe, avoir tes premiers clients, ta traction et résoudre un peu tes problématiques de scalabilité de solutions finalement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour un peu aller sur la croissance, avoir plus d'utilisateurs, mais en même temps pas trop pour tester au fur et à mesure la capacité de ton outil, de votre outil même, et voilà, pouvoir assurer le niveau de service. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour grandir tout simplement? Alors, c'est justement un de nos gros enjeux, c'est le scale, comme tu l'as dit. Et donc, pour pouvoir scaler, il faut mettre en place tous les process. Donc, on a une particularité chez Storyfox, c'est qu'on est une entreprise qui est full remote. D'accord. Donc, l'ensemble de nos collaborateurs sont un petit peu partout, en France, en Europe, etc. Et donc, pour pouvoir avoir une culture full remote, alors, un de nos échecs, entre guillemets, qui a été compliqué, c'est quand on a essayé d'avoir une culture hybride, puisque au départ, chez Storyfox, on avait une partie de l'équipe qui était full remote et l'autre partie qui était en présentiel. Et en fait, ça créait forcément des différences, des jalousies. Et donc, du coup, on a décidé d'assumer complètement et d'être complètement remote pour toute l'équipe, pour que tout le monde soit au même niveau. Puisqu'en fait, ça créait des distorsions d'informations. Il y en a qui se voyaient au bureau, qui arrivaient à parler de sujets à la machine à café. Les autres étaient en full remote, et ainsi de suite. Donc maintenant, tout le monde est au même niveau, entre guillemets, d'égalité. Et donc, on a toute une culture autour de ça qui a été mise en place. Et donc, on a évidemment beaucoup de process qu'on a industrialisés. Enfin, tout est traqué, tout est automatisé. Dès qu'on fait une tâche, on automatise pour pouvoir scaler. On est en train de revoir tous nos process de onboarding pour préparer le gros scale de l'année prochaine. Et donc, on est vraiment en train de tout structurer pour malheureusement, pour pas exploser en vol comme certaines startups ont pu croître trop vite et tomber dans ce piège-là. Donc, j'ai la chance d'avoir des amis entrepreneurs autour de moi qui sont déjà passés par là, et donc du coup qui peuvent te conseiller là-dessus. Alors, à quoi ça ressemble justement une culture entreprise d'une boîte full remote? Qu'est-ce que vous mettez en place? Surtout pour aussi la partie un peu, comme tu disais, machine à café, un peu plus perso, où on crée un peu des liens et un peu une notion d'union et de soutien entre les personnes de l'entreprise. Comment vous avez mis tout ça en place? Alors, on a la chance d'avoir une super culture d'entreprise. Tout le monde dit la Fox Family. Donc, on est vraiment une équipe très, très soudée, malgré le full remote. Et c'est aussi parce que on se voit, mais on se voit différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de se voir tous les jours au bureau, avec aussi une certaine forme de lassitude qui peut arriver, nous, on organise des bootcamps tous les 4 mois à peu près, donc 3 fois par an, où on va se retrouver toute l'équipe ensemble et on va vivre ensemble pendant 3 jours. Et ça, c'est vraiment des moments où on est tous hyper contents de se revoir, on travaille sur des sujets très transverses, c'est vraiment là où on a toute notre culture, donc on le fait régulièrement sur toute l'entreprise. Et après, chaque pôle va aussi organiser des rendez-vous avec ses équipes pour se voir physiquement, du coup, mais condensés sur 2 jours. Ok. D'accord. Et au quotidien, par quoi ça passe? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que tu mets en place? Au quotidien, on a donc mis en place l'ensemble des outils, on va dire, qui nous permettent de piloter à distance. Donc, je te passe les outils classiques type CRM ou base de knowledge management, mais on a aussi un outil qui s'appelle Discord, donc qui est l'équivalent de Slack que tout le monde connaît, mais qui permet aussi d'avoir des rooms qui sont ouvertes, un peu comme un open space qui est ouvert toute la journée et où tout le monde est là. Et on peut interpeller en disant tiens Pierre, j'ai une question sur telle et telle chose, est-ce qu'on peut se parler? Et hop, on va dans une room directement à côté. Donc en fait, on a un espèce d'open space virtuel sur lequel on est tous ensemble toute la journée pour se retrouver après pour faire des points intermédiaires. Ouais, j'imagine. Alors, tu me parlais de scale et donc de revoir les processus et de faire en sorte qu'ils puissent supporter des fortes charges. Comment vous avez
fait ça? Est-ce que vous vous êtes fait accompagner par des entreprises extérieures qui sont déjà passées par là ou qui sont spécialisées là-dedans, ou par de votre expérience précédente? Comment vous itérez là-dessus? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu votre recette? Alors oui, nous on est très entourés. On a la chance chez StoryFox d'avoir un écosystème très très fort avec des personnes qui sont là pour nous accompagner, que ce soit au niveau de nos investisseurs, mais aussi au niveau des entreprises, des cabinets de conseil. Donc là, effectivement, on en parlait tout à l'heure, on a un gros projet de mise en place donc pour la priorisation de nos OKR. Et donc, on s'est fait accompagner effectivement par un cabinet de conseil qui est là. Et ils ont été super. Et du coup, maintenant, on déroule tout seul, quoi. Okay. Donc oui, ça a été un projet très très stratégique pour nous. Ouais, j'imagine. Et alors, si on se projette un peu, quels sont un peu vos objectifs futurs, un peu la roadmap sur vers quoi vous voulez tendre, et ce que vous allez mettre un peu en place pour les atteindre? Est-ce que bien évidemment que vous avez réfléchi à ça, mais voilà, que tu peux nous partager un peu ta réflexion. Ouais, alors on a effectivement nos enjeux de croissance business, donc ça c'est vraiment la préparation, l'automatisation pour bien former nos équipes de vente et les accompagner sur l'accompagnement client. On est en train de structurer tout le conseil par rapport à nos clients et de l'automatiser pour les accompagner un cran plus loin que la création de leurs vidéos, mettre en place des points réguliers. Ça, c'est plutôt sur la partie accompagnement client. Sur la partie tech, on a constitué un pôle R&D. On s'est lancé dans l'intelligence artificielle qui permet d'améliorer le rendu de la qualité des vidéos. Okay. Donc, amélioration du son, amélioration de l'image, amélioration... du dynamisme de la vidéo en un clic, c'est notre petit bouton baguette magique. Okay. Donc voilà, donc on a un pôle R&D qui travaille là-dessus. Donc ça aussi, c'est un de nos gros challenges puisqu'on est dans une industrie qui va très très vite. Ouais. Donc on met un peu le paquet là-dessus. Voilà. Et puis un peu nos challenges, que ce soit tech ou business. Ouais. Vous avez réfléchi déjà un peu à de la croissance externe, à aller racheter potentiellement des pans de solutions comme ça pour les créer à votre outil actuel ou... Ouais, alors on regarde régulièrement ce qui se passe sur notre marché, les technos qui sortent, ce qui nous intéresse. Donc pourquoi pas, effectivement. Ouais. On a étudié récemment un dossier de rachat. Finalement, on a décidé de pas y aller. D'accord. Donc on étudie toutes les opportunités effectivement qui se passent. L'année prochaine, on souhaite commencer à se développer à l'international. Donc ça deviendra effectivement un sujet, une réflexion. Est-ce qu'on y va nous ou est-ce que on fait de la croissance externe pour partir en Europe? Ok. Et alors justement, c'est quoi ton objectif ultime? Qu'est-ce que tu aimerais faire avec StoryFox? Ce que tu rêves de faire le soir quand tu te couches? J'aimerais bien emmener StoryFox jusque-là. Ah sky is the limit. Ouais. En fait, notre objectif à tous chez les Fox, c'est vraiment de faire une belle scale-up française. Donc, on est tous alignés là-dessus. On veut tous aller le plus loin possible et relever tous les défis les uns après les autres parce que... je vous assure qu'il y en a beaucoup, donc et sur toutes les thématiques. Donc on veut vraiment être présent dans le monde entier, que toutes les entreprises du monde entier utilisent StoryFox. On est sur un concept un petit peu particulier. On est sur l'industrie de la vidéo, mais on est sur un segment qui est la captation guidée. Il y a beaucoup de logiciels de montage simplifiés. Chez StoryFox, nous, on est sur une tendance un peu lourde qui est émergente, qui est la tendance de ce qu'on appelle le user-generated content. Donc, c'est la communication many-to-many. Comment est-ce que les marques vont pouvoir solliciter tout leur écosystème, donc leurs collaborateurs, leurs employés, et aussi leurs consommateurs, pour qu'elles puissent parler de leurs produits. Et donc, par rapport à ça, StoryFox, c'est un outil de captation guidée qui va permettre à n'importe qui de créer une vidéo de qualité professionnelle grâce à notre motion design qui va automatiquement être mis aux couleurs de l'entreprise et aussi à notre IA qui va améliorer le rendu global de la vidéo. Donc, en fait, on a vraiment un outil clé en main où on a juste à cliquer sur quelques boutons pour avoir un rendu avec une qualité nettement améliorée. Ok.
Est-ce qu'il y a un peu des jalons, que ce soit en termes de marché, par exemple, devenir le leader en Europe, ou alors de rentrer dans le monde, mais voilà, de se dire franchement, quand je serai rentré dans telle entreprise, je serais vraiment fier, quoi. Oui, alors c'est plutôt effectivement quand on sera présent dans tous les pays, on sera hyper fiers. Aujourd'hui, on a des super références, on a la chance de travailler avec des grands groupes avec une belle renommée, donc on a déjà beaucoup d'entreprises prestigieuses qui sont elles présentes. On est déjà le concept de Storyfox, c'est vraiment de pouvoir harmoniser un projet d'une base, donc par exemple de Paris, puisque on est à Paris aujourd'hui, et pouvoir faire la même vidéo à Singapour, à New York et partout dans le monde sans avoir besoin de se déplacer, sans avoir besoin d'envoyer un caméraman sur place, et directement en pilotant les projets à distance. Et donc on est déjà un peu présent dans le monde entier de par l'internationalisation de nos clients, mais ce qu'on aimerait à terme, c'est avoir vraiment un déploiement de la commercialisation de notre solution à l'international. Bien sûr. Est-ce que il y a des éléments que tu as pu identifier auxquels tu sais que tu vas devoir te confronter? Imaginons qu'aujourd'hui tu puisses, t'as les capacités serveurs, etc., et l'armée de sales pour aller conquérir le monde. Est-ce que tu sais qu'il y a déjà des choses où ça va être dur, contre lesquelles il va falloir se battre? Probablement la concurrence, mais pas que. Est-ce que tu as déjà un peu des pistes, des éléments là-dessus qui te permettront à terme d'atteindre tes objectifs? Alors, si on reste sur l'international, il y a vraiment la différence culturelle qu'il faut pas sous-estimer. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on est très alerte. Oui, des jalons, on en a plein. Nous, on a une vision très claire de là où on veut aller. On a les différentes étapes. On sait à chaque fois les gros challenges qu'on va devoir relever d'un point de vue produit et d'un point de vue... pour nous, le principal gros challenge de Storyfox, c'est de toujours se réinventer. Comme je te le disais tout à l'heure, on est dans une industrie qui va très vite. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à garder toujours une longueur d'avance d'un point de vue usage. Sur la concurrence est un problème si on n'a pas une longueur d'avance d'un point de vue technologique, mais à partir du moment où on reste dans ce rythme, où on a des améliorations continues sur notre produit et qu'on écoute nos clients, on est très très customer-centric. On fait à chaque rendez-vous client un feedback sur l'utilisation, sur ce qu'ils souhaitent, comment est-ce qu'on peut améliorer notre produit. Je te le disais tout à l'heure, dès le départ, on a eu vraiment cette ambition de recruter une personne au produit, puisque c'est quelque chose de très important pour nous. Et donc, on travaille main dans la main avec tous nos clients et tout notre écosystème. Ok, génial. Écoute, maintenant qu'on s'est dit tout ça, si tu devais recommencer ton aventure entrepreneuriale from scratch, qu'est-ce que tu ferais, par quoi tu recommencerais, qu'est-ce que tu ferais de la même façon, bien différemment, un peu ce que tu aurais aimé savoir, connaître, qu'est-ce que tu pourrais repartager de cette aventure, ce que tu en as retiré? Alors, oui, de toutes mes aventures entrepreneuriales, je pense que ce qui est vraiment clé, c'est l'équipe fondatrice. Donc, c'est vraiment qui est-ce qu'on va avoir. Et quand je dis équipe fondatrice, c'est pas que les collaborateurs ou les associés de l'entreprise, c'est aussi tout l'écosystème avec qui on va travailler, les prestataires, le comptable, l'avocat, enfin tous ces gens-là qui sont hyper importants au début quand on est en train de lancer une entreprise. Donc s'entourer des bonnes personnes, c'est pour moi le plus important au départ. Et après, évidemment, être complètement déterminé, résilient, ne pas lâcher et avancer, quoi. Ok. Alors justement, comment tu fais pour aller les chercher, ces personnes-là, quand tu n'as pas spécialement de réseau? Tu vois, aujourd'hui, effectivement, tu bénéficies de toutes tes expériences et des personnes que tu as pu rencontrer finalement sur le chemin. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu partais dans un nouveau secteur de marché et que tu avais besoin d'aller à la rencontre de... que je connais pas, que j'ai pas de réseau. C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut se rapprocher de son écosystème, donc essayer d'aller dans les événements ou de rencontrer des gens qui sont dans l'écosystème, avec qui on peut partager et avec qui on peut bénéficier d'un retour d'expérience, pouvoir leur demander comment ça s'est passé avec leurs prestataires. Moi, je t'ai dit, j'ai travaillé dans différentes industries et on parlait du comptable tout à l'heure, c'est tout bête, mais un comptable qui fait très bien la comptabilité d'un cabinet RH, c'est pas du tout le même comptable que j'ai aujourd'hui sur Storyfox, qui est habitué aux boîtes SaaS, qui a toute la logique
Et ça, c'est extrêmement important. Donc, se rapprocher, et moi, c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai un entrepreneur qui se rapproche de moi pour me dire, bah voilà, dans la tech, est-ce que tu connais un bon comptable? Oui. Et je lui donne le numéro de mon comptable parce que c'est extrêmement important. Et il est très bon. Parce que nous, on est dans le SaaS. Mon ancien comptable était très bon sur un cabinet de recrutement, mais c'est pas le même, c'est pas les mêmes enjeux en fait. Ouais, bien sûr. Et au regard de StoryFox, même si l'aventure est assez récente par rapport à tout ce que tu as pu faire avant, est-ce qu'il y a des choses, bien sûr, notamment par rapport au lancement, que tu aurais fait différemment ou bien que tu aurais maintenu parce que c'est quelque chose que tu avais pu tester auparavant et que tu trouves que c'est vraiment la bonne formule et que tu referais sur un nouveau projet? Les choses que je referais sur un nouveau projet, ouais, je pense que c'est important de structurer dès le départ, mais pas trop non plus, parce qu'on a toute une logique de MVP et de test and learn au début d'une entreprise. Donc, on construit le produit. Alors évidemment, il faut le penser le plus scalable possible, mais il faut aussi l'éprouver sur le marché. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui est moi dans ma culture. Que j'ai fait sur toutes mes entreprises, c'est-à-dire tester sur le terrain et réajuster en fonction des feedbacks terrain. Voilà. Je pense que le plus important, c'est d'être customer centrique et d'arriver à chaque fois à avoir les feedbacks des clients. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qu'on peut améliorer sur tous les projets, de faire un petit peu des post-mortem sur qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été, pour capitaliser sur ce qui marche et améliorer là où on est. Et tu les fais comment, ça? C'est avec est-ce que tu les fais venir, est-ce que tu les rencontres, tu vas à leur rencontre dans leur entreprise, voir les usages, comment ils utilisent, est-ce que tu leur fais remplir des formulaires, comment ça se passe, comment t'évites tous les biais qu'on peut avoir sur ce genre de questions? Ouais. Alors, je sais pas si on arrive à éviter tous les biais, ce serait super si c'était le cas. On fait systématiquement des points avec nos clients. On a un NPS score, on a aussi des points trimestriels, comme je te le disais, très réguliers pour avoir leur feedback. On les sollicite également pour construire avec eux les fonctionnalités. Quand on a un client qui nous demande par exemple une fonctionnalité intéressante, on va le mettre dans le groupe projet et le faire adhérer, on va dire, et là c'est lui qui va nous guider aussi par rapport à ses usages, par rapport à ses besoins. Donc plus on les implique avec notre équipe produit, plus les clients déjà sont contents parce qu'on les a écoutés et on améliore notre produit en fonction de leurs besoins réellement. Ouais. Et puis nous, on est sûr que ça correspond vraiment aux besoins du marché. Ça évite de sortir quelque chose qui correspond pas du tout à ce que nos clients souhaitent. Ouais, bien sûr, je comprends. Est-ce que tu aurais vécu un échec sur lequel tu as su capitaliser, qui, pour le coup, t'a vraiment marqué, tu vois, et auquel tu peux faire référence, ou en tout cas qui t'a vraiment appris quelque chose d'important et auquel tu veilles sur tes aventures passées et actuelles, tu vois, et que... Ouais. Alors, ouais, tout à fait. Moi, mon principal échec, qui m'a d'ailleurs ramené tout droit à l'hôpital, c'est la dispersion. C'est-à-dire que je pense que quand on est entrepreneur, on est hyper positif, on a envie de tout faire. Il y a plein de projets qui sont géniaux, on voit les opportunités, on a envie de les saisir. Donc, on a une espèce d'émulation par rapport à tout ça qui est extraordinaire et génial. Le revers de la médaille, c'est que on prend tous les projets, on se dit mais ça c'est super, du coup mais je prends ça, et à un moment donné on essaye de se lever et en fait la charge elle est trop lourde et on peut plus quoi. Donc oui, moi aujourd'hui prioriser c'est extrêmement important. Donc à chaque fois que on me propose un nouveau projet que je vais forcément avoir envie de faire, je me dis ok, c'est quoi les projets qu'on a en cours, est-ce que ça rentre dans nos objectifs d'OKR, ça rentre pas, du coup on le décale et on le fera dans 6 mois quand on sera vraiment prêt, à moins que ce soit vraiment le projet stratégique qui rentre dans un de nos objectifs prioritaire. Ok, donc c'est ta façon de te borner aujourd'hui, de te dire... Donc là, c'est dans StoryFox, mais de façon générale, comment tu te dis ok, faut pas que je parte là-dedans, même si parfois une aventure peut paraître minime, que ce soit de l'associatif ou quelque chose qui nous paraît être
pas anodin, mais dans tous les cas, ça reste une charge mentale. Comment tu fais pour border ça et pour pas retomber dans tes travers? Écoute, je travaille tous les jours dessus parce que c'est vrai que naturellement, quand on nous parle de projets hyper intéressants, on a envie. Mais je me ressente vraiment sur la priorité, sur on a un vrai plan à 10 ans sur Storyfox, donc on se réaligne par rapport à ça et on se dit ok, est-ce que ça rentre dedans, ça rentre pas dedans. Effectivement, comme tu l'as dit, chaque fois qu'on nous propose un projet, on dit ça va pas me prendre beaucoup de temps, ça va me prendre juste un petit peu de temps, et puis en fait ça rajoute, et puis comme on est des passionnés, en tout cas moi, je rentre dedans et je me dis mais c'est super, du coup je fais ça, et puis en fait on se laisse vite embarquer dans une aventure. Donc oui, donc c'est toujours de se poser la question et de se dire voilà. Puis j'ai la chance d'avoir des proches aussi à qui j'ai dit surtout dites-moi, et donc mon équipe de direction m'aide beaucoup aussi par rapport à ça. Voilà, donc c'est des choses. Et puis bon, on est tous aussi un peu pareil, on est tous très optimistes, donc voilà, donc c'est un travail de tous les jours, mais c'est un travail qui est essentiel parce que c'est très insinueux, on se rend pas compte et on se retrouve vite débordé. Ouais, je comprends. Si demain je venais te voir et que je te disais par exemple que je voulais créer un SaaS, alors potentiellement par exemple pour la production de podcasts vidéo, justement pour m'aider dans la réalisation de mes vidéos YouTube, short, etc., de façon générale de faire un SaaS, et que je te demandais de me donner un seul conseil au regard de ton expérience, de tout ce que tu as pu apprendre, qu'est-ce que tu aimerais me dire? Alors, je pense que pour faire un SaaS, il faut bien écouter les problèmes de nos clients. Quel est le problème qu'on résout et comment est-ce qu'on va les aider? Et puis oui, être concentré, faire un MVP le plus rapidement possible pour le tester auprès des clients et pouvoir voir ce qui marche et ce qui marche pas. Ouais. Donc vraiment pas passer des heures à réfléchir au super truc qui va être hyper parfait, ce sera jamais parfait. Donc c'est de se lancer, de faire ton MVP, d'aller voir tes clients, de discuter avec eux, de dire ok, est-ce que ça va, comment est-ce que tu verrais ça? Ils ont plein d'idées, les clients, c'est juste magique. Et alors comment tu fais pour un peu justement prioriser? Donc ça fait partie des solutions, mais comment tu fais justement quand t'arrives dans ce... Tout le monde a des idées, toi tu en as aussi. Comment on fait pour trouver un peu le bon chemin, définir le niveau de criticité, un peu définir le fil rouge? Alors, il y a deux types d'idées. Il y a le besoin terrain. Nos clients, ils savent ce dont ils ont besoin aujourd'hui au quotidien, mais ils savent pas forcément ce dont ils vont avoir besoin plus tard. Donc, l'idée, pour bien prioriser, c'est le nombre de clients qui nous ont demandé la fonctionnalité sur leurs besoins actuels. Et après, sur les besoins visionnaires, ça, c'est notre équipe produit tech, où on se fait des brainstorming sur c'est quoi l'avantage concurrentiel de Storyfox demain, et ça, on le construit tous ensemble en équipe. Ok. Ouais, c'est sûr que c'est toujours bien d'avancer comme ça, même si on peut être tenté de partir un peu tout azimut, mais effectivement, c'est vrai que la répétition du nombre de demandes, même si le plus dur, c'est ce que tu disais, c'est souvent les utilisateurs ne savent pas forcément ce dont ils ont vraiment besoin, ou ils vont penser à des fonctionnalités, mais en fait c'est peut-être pas le bon niveau de dézoom. Et c'est toute la difficulté, je pense, auquel vous devez vous confronter, je pense, régulièrement. Mais anticiper le futur, c'est un bel enjeu. Génial. Écoute, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus de toi et de ce que tu fais à titre personnel pour réussir ce que tu entreprends. Donc, tu nous as dit que effectivement, tu as entrepris plusieurs fois dans des domaines différents. Qu'est-ce que tu as développé, qu'est-ce que tu as maintenant comme méthode, comme un peu tes hacks, tes astuces, tes routines, n'importe quel mot tu peux mettre derrière, mais finalement tes bottes secrètes qui te permettent de réussir dans ce que tu entreprends aujourd'hui? Alors déjà, tu as parlé de routine. Je pense qu'il y a des routines qui sont extrêmement importantes, en tout cas pour moi, d'avoir du temps pour faire du sport, de la méditation, en tout cas de me garder des temps précieux qui me permettent après d'être bien plus performante que si je l'avais pas fait. Donc voilà, donc ça, c'est mes routines, elles sont inscrites dans mon agenda. Au début, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, c'était le sport, la session de sport, c'était la première chose que je faisais sauter quand il y avait une urgence. Maintenant, je la garde parce que je sais que c'est vraiment une des clés du succès. Donc voilà.
Après, la deuxième botte secrète, c'est de systématiquement se remettre en question. C'est à chaque fois de comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi on n'a pas marché, comment on aurait pu mieux faire et qu'est-ce qu'on met en place pour que la prochaine fois, on optimise. Alors même sur des projets qui fonctionnent, on peut toujours optimiser et donc de réaliser des post-mortem sur chaque projet, ça permet vraiment d'être en amélioration continue. Et ça, tu le fais à quelle fréquence ? À chaque fin de projet. Ouais. Ouais, mais à chaque fin de projet, c'est-à-dire sur, par exemple, une fonctionnalité ou quelque chose que vous allez vouloir mettre en place sur StoryFox, c'est un peu à quelle échelle de temps à peu près ? Ouais, c'est ça. Ça dépend si on est sur l'équipe tech, ça va être à la fin d'un sprint. Si on est sur un projet, je sais pas, de création de tutoriel, c'est à la fin du projet tutoriel. Donc à chaque fois, on fonctionne beaucoup par projet chez StoryFox et donc on a un début de projet, une fin de projet. Imaginons, je te dis, on refond notre site internet vitrine. Et il y a le début du projet, on le lance et à la fin du projet, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, comment on aurait pu optimiser le temps. Une de nos valeurs, c'est l'efficience. Comment est-ce qu'on arrive au meilleur résultat avec le moins de moyens possible. Et donc à chaque fois, à chaque fin de projet, c'est OK, on a dépensé tant de ressources, que ce soit du temps, de l'argent, voilà. Comment est-ce qu'on aurait pu faire mieux ? Et en fait, à chaque fois, on va capitaliser là-dessus pour faire de mieux en mieux et être de plus en plus performant. Et donc, c'est aussi la logique du scale, c'est toute l'automatisation. OK, là, j'ai fait ça une fois. Comment est-ce que j'automatise pour que la prochaine fois, j'ai pas à le refaire Ouais. Et toi, est-ce que tu arrives à le faire pour toi, justement ? Oui, alors moi j'ai vraiment cette logique d'efficience pour moi. J'aime pas perdre mon temps. Ouais. J'aime bien aller vite et donc j'essaye vraiment, même pour moi, d'automatiser mes routines. Mais tu le fais comment du coup cette analyse-là ? Est-ce que c'est par écrit ? Est-ce que tu as développé un peu ton canevas ? Est-ce que tu peux un peu on rentre un peu presque dans l'intimité, mais est-ce que tu peux nous partager un peu justement comment tu procèdes cette analyse ? Comment tu te remets en question ? Ce qui est fondamental, mais qui est très dur comme exercice. Ouais. Alors à titre perso, donc moi je fais beaucoup de formations sur tout ce qui est développement personnel, analyse. Je suis formée en neurosciences, enfin sur différentes choses. Donc on a effectivement des petites techniques d'analyse pour arriver à détecter les moments où on s'est retrouvé dans une situation où on n'a pas forcément eu le bon comportement pour X ou Y raison et de pouvoir les analyser pour mettre en place les systèmes pour éviter de se retrouver dans ces situations-là et rester toujours par rapport à ça. Donc c'est Mais tu l'analyses comment, par exemple? Tu vas te dire à la fin de la semaine, tu vas prendre un temps où tu vas revenir sur ce que tu as pu faire et tu vas te dire bon bah là dans cette situation en fait j'aurais pu ça s'est pas très bien passé, tu vas essayer de comprendre pourquoi, comment tu fonctionnes? Ouais, c'est ça. C'est de repartir de qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue très factuel, d'analyser les différentes étapes, qu'est-ce qui a été fait aux différentes étapes et de se dire ok bah ici en fait au lieu de faire ça on aurait pu faire ça et du coup ça aurait engendré ça et on voit que quand on refait c'est hyper intéressant de réanalyser a posteriori les éléments qui ont déclenché telle ou telle chose à tel ou tel moment. Ok. Alors tu me parlais effectivement de formation. Je voulais te demander comment est-ce que tu fais pour progresser et surtout comment tu le mets en application finalement. T'as fait tes différentes astuces. Eh ben, écoute, alors déjà, moi, je fais minimum 2 formations par an sur des thématiques. Et ça, c'est obligatoire, c'est devenu dans ma routine personnelle. Et puis après, c'est effectivement, dès qu'on fait une formation, le piège, c'est j'ai fait une formation et hop, j'oublie tout, je repars et je l'utilise pas. Donc, c'est se forcer, après la formation, à pratiquer régulièrement ce qu'on a appris, à se poser les bonnes questions. Et surtout, il y a un truc qui est magique, c'est de le transmettre. Donc, moi, à chaque fois que j'essaye, que je fais une formation, j'en parle à mes amis, je dis, ah, voilà, il y a ça, etc. Et donc là, si on fait ça, ça fait ça. Enfin, voilà, j'essaye de leur expliquer, de leur transmettre, puisqu'on retient 90% de ce qu'on transmet, alors qu'on retient que 10% de ce qu'on lit. Voilà. Ouais. Donc c'est extrêmement important la transmission, et plus on transmet, et ben plus dans un cercle vertueux, on ancre ses connaissances et donc on s'améliore aussi puisqu'on les utilise. Ouais, bien sûr. Et ça, tu le fais.
tu le fais quand tu repartages comme ça, est-ce que tu prends des notes? Est-ce que tu le consignes? Est-ce que tu as un Notion comme beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui? Est-ce que c'est sur un cahier? Comment tu le matérialises? Comment tu arrives à revenir reconsulter un peu tes informations? Parce que même si tu le pratiques un peu, voilà, on sait que la mémoire, c'est délite un peu dans le temps. Comment tu reviens sur tes connaissances acquises? Oui. Alors, systématiquement, je note tout sur mon smartphone. Okay. Donc, j'ai toutes les formations que j'ai fait. À chaque fois, je reviens dessus. Et effectivement, tu as raison. Quand je transmets à d'autres entrepreneurs, ou d'autres amis, je reprends mes notes et je reprends les différents items. Et du coup, effectivement, ça permet de les ancrer, de les avoir à disposition. Enfin, c'est magique aujourd'hui avec un smartphone. On a toutes ces formations à disposition dans la main. Donc, dès qu'on a un sujet, on peut revenir dessus, se dire, ah oui, mais ça, il y avait ça. Et donc voilà. Ok. Et puis l'une des autres bottes secrètes aussi qui est intéressante, c'est de savoir exactement où on va. Chaque année, moi j'ai mes objectifs de l'année sur tous les items, même perso, voilà, et sur tous les projets, etc. Et donc la semaine des vacances entre Noël et le jour de l'an est une petite semaine de bilan où on va voir. Rétrospective de l'année dernière, ok, je m'étais mis ça comme objectif et même si je le suis toute l'année, mais là ça permet vraiment de faire un gros bilan et de se reposer sur les objectifs de l'année d'après. Et ça, en fait, de savoir exactement où on veut aller, ça permet de garder le cap et aussi de prioriser. Enfin, on en revient. Bien sûr. C'est sûr. Je voulais te demander quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner dans ta vie? Le meilleur conseil qu'on ait pu me donner dans la vie. Il y en a plein des bons conseils. C'est difficile comme question. Le meilleur conseil, je pense que c'est j'ai envie de dire de persévérer, mais pas forcément à tout prix, parce que quelquefois il vaut mieux lâcher et voilà. Je pense que c'est de se remettre en question aussi, d'analyser voilà ce qu'on fait et comment on peut s'améliorer. Alors justement, tu me parlais de persévérer. Ce qui est effectivement très important, et tu viens de dire aussi, il y a des moments où il faut savoir lâcher. Comment tu le quantifies ça? Comment tu le caractérises? Qu'est-ce qu'on doit se fixer? Est-ce que c'est en termes de jalons calendaires, financiers, d'équilibre, de charge mentale? Comment tu ferais cet exercice? Alors moi de base je suis plutôt très résiliente, donc du coup j'ai pas besoin de me motiver pour ne pas lâcher, pour continuer, pour y aller, etc. Donc dans mon cas, si je devais vraiment, c'est me mettre un objectif en disant ok, là on met ça, et c'est de mettre une date de fin avec un objectif prioritaire, et si jamais il n'est pas atteint, à ce moment-là d'arrêter. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu en arriver là, parce que je pense que quand on persévère et que on s'améliore et qu'on écoute ses clients, etc., on arrive toujours à trouver quelque chose de nouveau qui nous amène à l'amélioration continue. En fait, moi, tout mon parcours, j'ai toujours eu des opportunités liées à mon entreprise actuelle pour ensuite créer l'autre et ainsi de suite. Et donc, ça a toujours été une continuité, quoi. Ouais, ok, je comprends. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais travailler sur toi, mais pour lequel tu n'as pas eu le temps jusque-là? Alors ça peut être aussi bien pour le pro que pour le perso, une envie de développer une compétence, ou je sais pas, d'apprendre à jouer d'un instrument, ou tout simplement de prendre le temps de lire. Voilà, un peu quelque chose que tu aimerais mettre en place, mais que tu n'as pas fait jusque-là. Alors, il y a plein de choses que j'aimerais faire, et que malheureusement, il y a que 24 heures dans une journée. Et si je pouvais faire tout ce que tu as dit, c'est-à-dire lire tous les livres qui m'intéressent, pouvoir jouer d'un instrument de musique. J'ai fait du piano quand j'étais plus jeune. Bon, là, aujourd'hui, je pense que je suis incapable de jouer 3 notes. Donc, c'est hyper dommage et hyper frustrant. Mais malheureusement, on ne peut pas tout faire. Donc, il faut faire des choix. Moi, là, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, je suis un peu formée en neurosciences, mais au tout début. Et c'est vraiment quelque chose qui est passionnant et que j'aimerais beaucoup développer, mais ça fait pas partie de mes priorités, donc malheureusement pour l'instant je le fais un tout petit peu.
Ok, et qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Pourquoi tu as envie d'aller Parce que je trouve que l'être humain est passionnant et d'arriver à analyser d'un point de vue biologique les réactions des gens, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue biologique, de mêler en fait l'ensemble des compétences et des sciences en fait qui existent aujourd'hui par rapport à ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Et voilà, ça permet vraiment de mieux comprendre tout ce qui se passe, tout son environnement, les réactions des uns des autres, et d'un point de vue macro aussi, en fait. C'est, voilà. Ouais. Tu as des ressources en tête, soit des créateurs sur YouTube ou des écrivains ou des scientifiques qui ont pu rédiger des ouvrages là-dessus à nous partager? Non, j'ai pas vraiment d'ouvrage là comme ça à vous partager. Moi, j'ai suivi une formation de BMO Academy qui est donc les neurosciences appliquées au business et qui était hyper intéressante. Donc voilà, donc je les recommande s'il y en a qui veulent suivre cette formation. Elle est très bien faite parce que ça prend pas beaucoup de temps et c'est très dilué et adapté à une activité professionnelle à côté. Ouais. Voilà, et puis sinon pour tous les livres sur le cerveau, la biologie, enfin j'en ai lu tellement que je pourrais même pas te dire un, parce que moi ce que j'aime c'est agréger un peu l'ensemble des informations de tous les scientifiques et de pouvoir derrière voilà, les analyser, les digérer et les retranscrire. Je comprends. Si tu pouvais rencontrer quelqu'un dans l'écosystème français, alors que ce soit entrepreneurial, mais ou non, un ou une personne, et tu pouvais passer 1 heure avec elle ou lui pour discuter des sujets de ton choix, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Alors, question pareil très difficile parce que tous les entrepreneurs sont passionnants, chacun à leur niveau avec des thématiques qui sont différentes. Moi, j'ai créé mes premières entreprises dans les années 2000. Du coup, il y avait un entrepreneur à l'époque qui m'a particulièrement inspirée puisque on parlait pas beaucoup d'entrepreneurs à ce moment-là. C'était un peu le début de la bulle Internet et je trouve que le parcours de Marc Simoncini était très... Enfin, on parlait de résilience tout à l'heure. J'ai vu beaucoup d'interviews de lui, en tout cas en lisant son histoire, en voyant tout ça, sur sa capacité à rebondir après la chute des actions Vivendi avec Mythique. Enfin voilà, donc son histoire est très intéressante et très inspirante. Et donc voilà, et c'est vrai que au tout début de ma carrière, voilà. Ok. Tu parlais avec lui d'un sujet en particulier ou Ouais, de son expérience, de ce qu'il a fait, de un peu plus de détails parce que c'est vrai que dans les livres, on a les grandes lignes, mais après, j'aimerais bien avoir la conversation off. Ouais, bien sûr. L'envers du décor. Ouais, je comprends. Voilà. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour un futur épisode, que ce soit un ou une entrepreneuse, voilà, quelqu'un à qui tu pourrais me recommander que je puisse recevoir? Alors oui, là je rentre, tu vois, du Web Summit où on a eu la chance de faire une délégation Women in Tech, donc on est très très peu représenté les femmes fondatrices de start-up dans la tech. Donc je te recommande de rencontrer Béatrice Istam, qui est donc la fondatrice de Climate. Climate, ça permet de mesurer l'empreinte carbone des événements. D'accord. Donc voilà, donc c'est une femme, elle est dans la tech et elle a un projet avec un impact social hyper fort. Donc, elle cumule pas mal de points intéressants, je pense, pour ton audience. Ok, génial. Écoute, on va voir avec elle ce qui est possible de faire si je peux la recevoir. Julie, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, tes réseaux, StoryFox, dis-nous tout. Eh bien, donc vous pouvez nous suivre alors sur LinkedIn, évidemment. Donc moi, je suis sur LinkedIn, StoryFox est sur LinkedIn. On est aussi sur Instagram. On a lancé notre compte Instagram il y a pas très longtemps pour StoryFox. Donc il y a toute la vie des Fox, l'envers du décor, le full remote. Si tout ça vous intéresse, suivez-nous sur Instagram. Moi, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Donc Julie Machillot. Voilà, LinkedIn, Instagram principalement, et puis évidemment notre blog. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de StoryFox pour avoir les livres blancs, tous les conseils pour faire des super vidéos. Ok, génial. Écoute, je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Julie, merci encore pour ton temps. C'était vraiment super intéressant.
Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous êtes encore là, c'est nécessairement que ça vous a plu. Alors je vous invite à partager l'épisode autour de vous et à vous abonner ou laisser une note 5 étoiles en fonction de votre plateforme d'écoute. Je vous remercie encore et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!